aux violences? Les deux, mon capitaine. Sur la question de la réponse pénale, la difficulté, c'est qu'en fait, la société a évolué. La société a été marquée, c'est ce que montre le rapport du CIA. La CIA effectue un rapport tous les 10 ans pour le président des États-Unis. C'est le fameux rapport, le monde vu par la CIA en 2030, 2040, etc. Ce qu'ils ont remarqué, notamment depuis les années 80 et depuis le phénomène qu'on appelle la mondialisation, c'est qu'il y a deux phénomènes qui caractérisent toutes les sociétés. C'est la polarisation, c'est-à-dire que les sociétés deviennent de plus en plus antagonistes, et la radicalité, c'est-à-dire que les personnes deviennent de plus en plus radicales dans tous les pays, en fonction de leur culture. Soit ils deviennent radicalistes islamistes, soit ils deviennent radicalistes d'une certaine manière. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un sentiment. Non, c'est montré. Une véritable radicalité qui progresse dans la société. Il y a des personnes qui étudient ça, donc il y a une radicalisation qui s'effectue dans toute la société. Et comment on fait, notamment du point de vue du droit, pour adapter la réponse pénale à cette évolution de société qui se produit partout dans le monde. Ça se produit partout dans le monde, c'est pas uniquement en France et uniquement dans certains quartiers. Ensuite, après, il y a un deuxième phénomène, c'est ce que vous avez décrit, c'est le phénomène d'immigration. Quelle est la politique migratoire de la France actuellement ? Moi, je suis capable de vous décrire quelle est la politique américaine, notamment sur l'immigration. Je suis capable de vous décrire la politique migratoire au Canada, celle en Chine, celle au Japon. Quelle est la politique migratoire en France ? Personne ne comprend les principes, tout simplement parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, en fait, on subit le phénomène et on subit les phénomènes de société. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'en fait, on exporte nos bacs plus 7 pour importer des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel. Alors que ce qui se passe notamment dans le monde entier, c'est que vous avez un choc de civilisation. Vous avez des sociétés qui sont de plus en plus conflictuelles. Vous avez des sociétés qui sont pas, et des cultures qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Alors, est-ce que nous, on doit accueillir toutes les personnes qui seraient compatibles ou non avec notre culture ? Quand vous voulez aller aux États-Unis, même sans avoir la nationalité américaine, vous devez postuler pour un permis de travail et la procédure du permis de travail est très compliquée. J'en viens à ma question suivante. Ouais, je vais y arriver. Comment on fait du coup pour encadrer ? Les personnes qui viennent en France, notamment, doivent savoir si elles peuvent s'intégrer en France. Et ça repose sur plusieurs critères. Est-ce que notamment ils correspondent à notre marché du travail ? Ça veut dire que la France, notamment, a une baisse du taux de chômage, mais il y a des personnes, notamment les emplois dits sous-qualifiés, où encore on a un taux de chômage assez élevé. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait venir des gens qui correspondent à ce type de qualificatif, qui n'ont aucune chance de s'intégrer, qui n'ont aucune chance de trouver des logements, et ensuite après vont se radicaliser, vont conduire à commettre des inactions, des crimes de droit commun, etc. Ça c'est le premier élément. Ensuite après il y a les questions culturelles. Quand vous regardez, on n'a pas de statistiques, mais en tout cas on peut avoir une idée, parce que quand vous allez au tribunal correctionnel, vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont mises sur le banc des accusés. Et vous pouvez voir qu'il y a certaines cultures qui sont plus représentées, notamment dans les actes de droit commun. Ce sont des éléments de réflexion qui sont très intéressants, mais l'immigration et l'insécurité ne sont manifestement pas le problème de ce quinquennat, puisque ce n'est pas du tout dans les priorités qui ont été édictées par le chef de l'État. C'est normal, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire parce que ce serait trop compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez changer la politique migratoire, vous devez changer la Convention européenne des droits de l'homme. Vous devez mettre en clause suspensive plein de traités, plein de clauses du droit européen. C'est ce que fait notamment le Danemark, notamment pour pouvoir renvoyer les gens. Parce que notamment, Eric Tegner a dit qu'il fallait renvoyer la personne. Mais si vous voulez renvoyer ce réfugié soudanais, jamais le gouvernement soudanais voudra le reprendre. Jamais il le voudra. En même temps, les accords consulaires, systématiquement, pour ça être très compliqué. La difficulté qu'elle a, c'est qu'elle a confirmé des propos qu'elle avait tenus en 2013. Si par cas, il n'y avait pas eu cette interview mardi à Public Sénat, dans la mesure où elle confirmait, elle répétait ses propos, il n'y aurait pas eu de souci, parce qu'elle aurait pu dire oui, je regrettais les propos que j'avais tenus en 2013, etc. Parce que quand vous regardez l'ADN du macronisme, qu'est-ce que c'est que l'ADN du macronisme ? Personne n'est capable de dire quels sont les fondements du macronisme sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires. Non, il y a peut-être que l'Europe qui est le seul. Il y a deux sujets. Il y a l'Europe, auquel il n'a pas changé d'avis, et les questions de société auxquelles ils sont progressistes, et notamment ils font opposition à ce qu'on appelle les conservateurs. Et donc qu'est-ce que c'est que le progressisme ? Le progressisme, en gros, a toujours soutenu les questions, notamment sous l'impulsion de Terra Nova, les questions de société, les souhaits des lobbies LGBTQ+, etc. Et sur ces sujets-là, ils n'ont jamais lâché. Ils ont jeté Catherine Vautrin alors que Emmanuel Macron lui avait proposé le poste de Premier ministre pour ensuite, après, lorsqu'elle a eu une opposition de Richard Ferrand et de Christophe Castaner, la mettre dehors pour une seule raison, parce qu'elle avait participé au mariage, à la manifestation contre le mariage homosexuel. C'est le premier point. Et ensuite, sur ce point-là, comment elle va faire pour tenir si par cas elle n'a aucune qualité ? Parce que si par cas vous avez un problème avec la majorité, il faut que Macron puisse, devant sa majorité, montrer qu'elle a des qualités et qu'elle apporte des choses supplémentaires. Sa collectivité territoriale n'est pas la plus importante de France. Elle n'a pas beaucoup de soutien au niveau des élus. Elle n'a pas un poids politique énorme. Elle n'incarne pas un courant de pensée. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle est en charge des relations avec le Parlement aussi. Donc non, collectivité territoriale et les relations avec le Parlement. Mais sur ce plan-là, comment elle fait du coup pour tenir, et quel est son poids politique pour notamment mettre en contrebalance l'erreur qu'elle a commise mardi ? Donc je pense que son poids est
trop faible par rapport à l'erreur qu'elle a commise au sein de la Macronie. C'est pour ça qu'elle va Ça veut dire qu'il mémorer, et c'est ce que disait Pierre Nora, qui a le mieux travaillé sur les politiques mémorielles, c'est que ça doit servir non seulement au devoir de mémoire, mais aussi à pouvoir changer les choix de politique publique, notamment pour apprendre des erreurs du passé et pour pouvoir s'en relever. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Ralph du Veldiv? Premier point, c'est de dire qu'on ne collabore pas avec l'ennemi, c'est le truc le plus important. Et quand il y a deux lectures possibles. Il y a la question de est-ce que la France c'était la France qui gérait à ce moment-là, ou est-ce que la France était la France du général de Gaulle? Il y a deux lectures. Bon, moi je suis un think tank gaulliste, donc évidemment je m'inscris dans les pas du général de Gaulle et je ne vais pas contester son choix. Sinon nous n'aurions pas de siège au sein du Conseil de sécurité. C'est le premier élément. Ensuite, après, le deuxième point sur la question de l'antisémitisme, il faut pouvoir en tirer les conséquences directes sur la question de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine de l'antisémitisme? Est-ce que l'État français est aujourd'hui antisémite? Non. Est-ce que vous avez des personnes dans les décideurs publics au plus haut niveau qui sont antisémites? Vraisemblablement, en tout cas à 99,99, non, ce n'est pas le cas. Où est-ce que sont les juifs sont victimes d'actes antisémites? Notamment quand vous regardez la plupart des travaux d'intellectuels comme Christophe Guilluy dans la France périphérique, vous voyez notamment que des Juifs vivaient dans certains quartiers et ont dû fuir certains quartiers, notamment en raison d'actes antisémites. Et donc pour lutter contre les actes antisémites, il faut reprendre les territoires perdus de la République. Quand vous prenez le nombre de personnes qui sont de confession juive en Seine-Saint-Denis, il y a 40 ans et maintenant, comment ça se fait que vous êtes passé et il y a eu une fuite exceptionnelle de personnes de confession juive? J'ai l'impression que tous les ans, on a des discours offensifs sur l'antisémitisme et que tous les ans, c'est la même chose. On voit que les chiffres liés à l'antisémitisme ne s'améliorent pas. C'est parce qu'on n'analyse pas les causes et on ne veut pas répondre aux causes. Si vous portez un mauvais constat, comment vous faites pour répondre efficacement aux bonnes solutions? C'est impossible. Aujourd'hui, les personnes qui sont le plus antisémites, ce sont les personnes qui sont les plus radicalistes, notamment sur la confession musulmane. Ce sont les musulmans intégristes qui sont les plus antisémites. Et si vous ne répondez pas à la montée de l'intégrisme musulman, vous n'avez aucune chance de répondre à l'antisémitisme quotidien. C'est comme sur la question de l'homophobie. L'antisémitisme, on l'a retrouvé aussi sur la question de la vaccination, de la crise sanitaire, il y a le complotisme. Il y a eu aussi des... Il y a une question de complotisme également. Il n'y a pas eu que les quartiers. Non, mais la principale cause, je parle en nombre d'actes antisémites, c'est celle-ci. C'est comme quand vous parlez de la question des actes homophobes. Quand vous regardez les témoignages des personnes qui sont victimes d'actes homophobes, c'est à peu près les mêmes personnes qui commettent des actes homophobes. Et tant que vous ne voulez pas démontrer et mettre un nom sur le problème, vous êtes incapable d'y répondre. Présentez vos excuses à la France, vite, au-delà de la honte, on ose y croire. Voilà. Il y a quand même une volonté, William Tay, systématique de la part de la France insoumise d'entrer dans le conflit avec la majorité sans le moindre scrupule pour la mémoire des Français. Oui, mais ils ont honte de rien. Ces gens n'ont honte de rien. Qui est-ce qui a fait venir, à l'occasion des élections législatives, Jeremy Corbyn, qui notamment a été viré de son poste de chef des travaillistes en Grande-Bretagne pour des questions d'antisémitisme? C'est Daniel Obono. C'est pas la majorité présidentielle ou c'est pas un autre parti politique comme le Rassemblement national. C'est la France insoumise. Qui ensuite, après, quand vous regardez concrètement la rafle du Veldiv, qui avait organisé la rafle du Veldiv? C'était René Bousquet. Et qui avait parlé jusqu'à René Bousquet et qui l'a même invité à l'Élysée pendant très longtemps? C'était François Mitterrand. Et qui était le disciple de François Mitterrand à l'heure actuelle dans le paysage politique français? C'était Jean-Luc Mélenchon. Alors quand vous avez tout ça sur le poids, comment vous pouvez prétendre notamment apporter la question de l'antisémitisme sur la majorité présidentielle ou sur le Rassemblement national? Il faut d'abord se regarder devant une glace, et la France insoumise ne le fait pas. C'est le parti aujourd'hui qui a le plus de tendance avec l'antisémitisme, notamment pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent conquérir les électeurs des quartiers, et notamment c'est pour ça que vous avez ces mêmes personnes, Autain et Obono, sur ces questions-là. Après, ça m'énerve juste. Le 17 juillet, où concrètement, chaque Français commence à travailler pour lui-même. C'est-à-dire l'argent qu'il gagne, il ne revient qu'à lui jusqu'à la fin de l'année. Il faut quoi, selon vous? Un État qui soit moins dépensier, qui taxe moins ses citoyens afin qu'ils puissent mieux vivre du fruit de leur travail, ou au contraire un État plus protecteur, mais qui impose aussi davantage? Il faut complètement changer de logique. Depuis les années 80, la France, et depuis 1980 précisément, la France souffre d'un excès de socialisme. Pourquoi est-ce que je parle d'un excès de socialisme? En fait, ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est qu'on a changé de logique. Avant, on était sur une logique productiviste. Ça veut dire que la logique, la France était un pays industriel, et même la France faisait partie des meilleurs pays industriels. Quand vous regardez le PIB par habitant, dans les années 70-80, la France avait un PIB par habitant équivalent à celui des États-Unis, celui de l'Allemagne. Et aujourd'hui, les États-Unis ont un PIB par habitant 2 fois supérieur au nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans qui ont conduit au déclin de la France? Déjà, premièrement, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 80 qui a changé la logique française. Aujourd'hui, la logique française, c'est que vous multipliez les dépenses publiques et malgré cette augmentation des dépenses publiques et des impôts, finalement, vous avez beaucoup moins de services publics. À chaque fois, on décrit toujours la même chose. On augmente chaque année les impôts. Chaque année, le poids de l'État augmente dans l'économie et malgré tout, on remarque toujours les mêmes problèmes. On dit toujours il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de personnes pour la justice est trop lente. Les services administratifs sont beaucoup trop lents. Comment on fait pour y répondre? Et puis en plus, vous avez la crise des Gilets jaunes en 2018. Et qu'est-ce qu'il décrivait? Il disait nous avons plus de services publics dans nos territoires ruraux. Et
ce qui a conduit notamment à ça, c'est la logique socialiste, c'est que je décrivais tout à l'heure. La logique socialiste, en fait, a pris de plus en plus de poids dans l'État et a remplacé la logique productiviste par la logique d'assistanat. La logique d'assistanat, ça veut dire qu'en gros, pour combler le fait que vous avez des personnes qui sont de moins en moins riches, eh ben on augmente la pression fiscale sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures pour combler en fait ces personnes-là. Et cette logique égalitariste, c'est pour ça que je parle de logique socialiste, a conduit à un certain nivellement par le bas. C'est-à-dire que pour continuer ce nivellement par le bas, vous pressez toujours en haut. Mais ceux qui étaient en haut deviennent de plus en plus à bas, ce qui a conduit au déclin de la France et au déclassement des Français. C'est pour ça que Bruno Le Maire, pour moi, il ment totalement quand il explique qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, parce que de toute façon on les connaît par cœur à Bercy, ils vont supprimer une taxe, derrière ils vont en créer 3, parce qu'à un moment donné quand Emmanuel Macron il dit qu'il va justement financer, vous savez, cette économie de guerre aujourd'hui, mais il va dire vous inquiétez pas, ça sera sans hausse d'impôts, etc. Ok, dans ce cas c'est comment en fait? Si c'est sans endettement, sans augmentation d'impôts, mais en général c'est par la croissance, d'accord, mais pour faire la croissance il faut peut-être avoir une politique industrielle, il n'a pas de politique industrielle. Il n'y aura pas de croissance, la France est en récession, l'Europe est en récession, le monde est en récession. Pourquoi est-ce que le monde sera en récession? Parce que d'habitude, ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, c'est que la Chine a pris le relais de la croissance, notamment des pays européens. La Chine ne prendra pas le relais des pays européens, notamment avec les crises qui vivent en interne et la crise sanitaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est en train de vivre exactement dans les années 80 le 3e choc pétrolier qui a conduit à la mise à mal de nos économies. Et pour conduire à cette mise à mal, alors que les anglo-saxons avaient pris Thatcher et Reagan, nous on prend Mitterrand bis avec Macron et son équipe. Et c'est pour ça que la France ira mal et c'est pour ça que les Français